Parfait. Bonjour à tous, Peggy Mertini. Aujourd'hui, j'ai deux casquettes. La première, je suis chef de projet lutte contre la vacance de logement au sein de la DGALN. Au sein du ministère en charge du logement, je suis Madame Logement Vacant. Et également, je porte une solution numérique qui s'appelle Zéro Logement Vacant et dont je suis l'intrapreneuse. Et donc, aujourd'hui, je vous parle du logement vacant et de la manière dont ce logement-là peut devenir une ressource, comme l'a très bien dit Christophe, au bénéfice des politiques publiques qui sont menées localement et des acteurs qui sont mobilisés pour servir cette politique publique. Tout à l'heure, la question était les logements vacants, voilà, ils sont vacants, oui, mais pourquoi? Alors aujourd'hui, si on prend la même logique de l'entonnoir, sur l'ensemble du parc de logements, on a des logements privés et publics. Essentiellement, moi j'adresse la question du parc privé. Le parc public relève d'acteurs bien identifiés, assez spécifiques, qui sont souvent très bien connus. Donc notamment les bailleurs sociaux sont facilement activables quand il s'agit de la vacance. Là où la difficulté réside, c'est essentiellement dans le parc privé, où là, la propriété est très disséminée auprès de ces propriétaires privés. Et effectivement, on voit bien que sur l'ensemble des 3 millions, des plus de 3,7 millions de logements vacants, finalement, la vacance qui pose problème, celle qui doit être adressée par les politiques publiques, c'est la vacance structurelle, celle de plus de 2 ans, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, il faut, quand on aborde la question de la vacance, toujours avoir en tête vraiment cette distinction-là de la vacance globale va vous donner une indication sur un territoire, mais c'est la vacance de plus de 2 ans qu'il faut regarder. Et parce que, on va dire, pour prendre une image, la vacance, c'est un peu comme les chasseurs. Il y a la bonne et la mauvaise. La bonne vacance, c'est celle qui est nécessaire au fonctionnement du marché. Voilà, un logement qui est à rénover, qui est à louer, qui est à vendre, qui attend de nouveaux occupants, mais qui est dans le marché. C'est un bon logement vacant, puisqu'il sert à la migration résidentielle et à la mobilité des ménages. Le mauvais logement vacant, c'est celui qui effectivement est hors marché, qui montre une certaine difficulté, et cette difficulté-là, elle est souvent le cumul de plusieurs facteurs. Soit parce qu'effectivement, il est en mauvais état et que ses propriétaires ont du mal à le réhabiliter. C'est effectivement le gros des effectifs, c'est les 2/3 des arguments amenés par les propriétaires, mais c'est souvent un cumul de plein d'autres choses. C'est pas seulement le besoin de travaux. On a des blocages juridiques, on a des contraintes liées à la configuration des locaux. L'offre ne correspond plus aux besoins des ménages actuels. Et puis, on a effectivement plein d'autres éléments. Une étude du service de la donnée et de la statistique fin 2023 montrait qu'effectivement, on a trois grands, on va dire, macro raisons liées à la vacance, soit liées aux propriétaires, que ce soit volontaire ou involontaire, mais soit liées aux propriétaires, soit liées au bâti lui-même, soit liées à son environnement. Et souvent, effectivement, c'est un cumul de l'ensemble de ces éléments. Donc, autre élément qu'il est important d'avoir en tête, au-delà du volume, c'est pourquoi remobiliser ces logements vacants. Le pourquoi faire est essentiel pour pouvoir ensuite cibler les logements qu'on a envie de remobiliser, parce que l'objectif de la démarche qui va être menée vis-à-vis des propriétaires va être déterminant vis-à-vis des messages et des leviers qui vont ensuite être mobilisés. On disait, logement vacant, c'est une ressource. C'est une ressource pour le gisement foncier. On regarde les maisons vacantes depuis plus de 2 ans. En France, c'est 600 000 maisons individuelles qui sont bâties sur des parcelles. Et ces parcelles, c'est l'équivalent du département des Yvelines.
Donc aujourd'hui, si on veut cibler spécifiquement le logement vacant facilement mobilisable, on ne prend pas un immeuble de 15 étages, on prend juste la maison individuelle, un logement, une parcelle, c'est l'équivalent du département des Yvelines qui peuvent être, on va dire, adressé pour les recherches de gisements fonciers. Après, on peut rechercher les logements pour les logements, un pour un, pour ceux qui sont en meilleur état, facilement mobilisables. Là, effectivement, on peut se dire on cherche des logements, il faut arriver à convaincre les propriétaires de les remettre sur le marché. Et après, on peut faire de la densification. Le logement, on l'a vu, notamment vacant, est souvent en besoin de réhabilitation et de travaux. À ce moment-là, ce sont des immeubles plus facilement mutables parce que justement, il y a des travaux. Alors, quitte à faire des travaux, pourquoi pas agrandir, surélever et effectivement engager les démarches. On a effectivement, je parlais du foncier, je parlais des logements et après toutes les politiques de rénovation énergétique, notamment en prévention de la vacance. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les passoires énergétiques, les passoires G pour le parc locatif sont interdites de relocation. C'est du logement vacant potentiel. Et là, il y a un besoin aussi qui s'exprime de la part et des politiques publiques et des propriétaires pour les accompagner. Je voulais vous parler du cadre national qui est aujourd'hui planté pour les politiques de lutte contre la vacance de logement par un plan national. Ce plan national, il a été lancé en 2020. C'est extrêmement récent en matière de politique publique, mais au moins, il a apporté aussi des outils opérationnels à disposition des collectivités essentiellement et de ces opérateurs pour connaître et mieux repérer les logements vacants. Donc on a dans les outils une base de données notamment qu'on appelle l'OVAC, avec l'utilisation des données fiscales. Donc au début, en 2020, on partait de la taxe d'habitation jusqu'en 2023. Depuis 2024, ceux qui ont la chance d'être propriétaires immobiliers ont dû faire une petite déclaration sur gérer mes biens immobiliers, petite interface des impôts. Et nous, on récupère ces infos-là pour ensuite en faire cette base de données qui est l'OVAC et le produit numérique, zéro logement vacant, qu'on met à disposition des ayants droit que sont les services de l'État, les collectivités territoriales, pour les besoins de leur politique, et les services de l'ANA. Et donc, après, on a toute une organisation et une capitalisation et une animation de réseau qui sont dans mon portefeuille sur animer tout l'écosystème et mobiliser justement les besoins financiers, notamment au travers d'une prime de sortie de la vacance qui a été créée par l'ANA l'année dernière dans le cadre du programme France Ruralité pour aider justement les territoires les plus ruraux à donner un petit coup de pouce pour créer du logement locatif privé. Donc spécifiquement, la base de données LOVAC, pour que vous compreniez bien ce qui est fait tous les ans par le CEREMA pour le compte du ministère, on prend la liste des logements qui sont déclarés comme vacants au 1er janvier de chaque année. Qui avec un petit nom sympathique qui s'appelle le 1767 BISCOM. On rajoute des informations liées au fichier foncier, c'est-à-dire celle de la taxe foncière. On essaye de normaliser un petit peu tout ça en mettant les adresses BAN. Et on y insère aussi des données des transactions, notamment issues des données de valeur foncière, pour avoir des éléments de prix. Et tout ça, ça crée une jolie base de données qui aujourd'hui est accessible, comme je le disais tout à l'heure, à l'État, l'ANA et aux collectivités, ainsi qu'à leurs opérateurs. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une collectivité peut faire appel à des opérateurs pour les besoins de ses propres politiques publiques. Et c'est la collectivité qui va ouvrir les droits d'accès lorsqu'elle en a à ces outils. Et notamment, un des outils, c'est Zéro Logement Vacant. On prend la donnée LOVAC qui, en fait, c'est 4 tables, du GeoGison et des tables un peu compliquées pour une collectivité moyennement dotée en ingénierie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé Zéro Logement Vacant. Et c'est une solution numérique, justement, qui
aide les collectivités à adresser le sujet vacances et les amener petit à petit à utiliser les bons leviers et à identifier les bons logements qui correspondent à leurs besoins. Voilà. Donc c'est pour ça que d'abord il faut définir localement le pourquoi faire, pourquoi on veut utiliser les logements vacants et s'adresser aux propriétaires et effectivement les accompagner dans tout cela. Et on a, au-delà des logements vacants, dans Zéro Logement Vacant aussi, on a inséré le parc locatif privé avec les étiquettes énergétiques pour justement, en prévention de la vacance, accompagner et adresser le sujet des passoires énergétiques. Donc en gros, ce que fait Zéro Logement Vacant, c'est qu'elle prend la donnée, elle la géolocalise. On a un logement géolocalisé avec le point spécifique sur le territoire de la commune. On a les coordonnées des propriétaires, la description du bien. Donc on sait que ce logement-là, il a été déclaré vacant au 1er janvier de l'année en cours par Madame Michu, qui a 97 ans, qui habite en EHPAD. Bon, bah, vous ne vous adressez pas à Madame Michu de la même manière que à Christophe Rodriguez, un heureux propriétaire actif d'un parc immobilier nombreux et qui effectivement est une cible de choix parce qu'on a envie de remobiliser beaucoup de logements. Donc, ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que aujourd'hui, ces passoires énergétiques et ces logements vacants, on peut, grâce à ZLV, les identifier et cibler les caractéristiques des propriétaires et à la fois s'adresser aux propriétaires et aller vers eux pour savoir pourquoi ils sont vacants, pourquoi ils sont dans cet état, est-ce qu'ils sont en cours de sortie ou pas, et éventuellement ensuite, en fonction des retours qui sont faits, ajuster les leviers qui seront mobilisés pour aider les uns et les autres. Effectivement, là, ça c'est la carotte, s'adresser aux propriétaires pour essayer de les accompagner, de leur octroyer des aides et faire en sorte de les remettre sur le marché. Le bâton, c'est la taxation. La taxe annuelle sur les logements vacants qui est sur les zones tendues et la taxe d'habitation sur les logements vacants qui, elle, peut être instaurée en dehors des zones tendues, mais qui est à discrétion des collectivités. Sur Zéro Logement Vacant, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye toujours de donner à voir des retours d'expérience, des actions des collectivités. Donc on a là aussi une carte avec un certain nombre de retours d'expérience. Donc vous avez l'ensemble des liens sur le site, avec notamment vraiment des outils et des politiques publiques menées localement et qui ont justement eu des impacts positifs. Donc voilà, on a tout un panel de bons exemples à suivre de ceux qui ont engagé la lutte et qui en sont contents. Et enfin, on va dire pour agir, il ne faut pas seulement être l'État, il faut être surtout une des collectivités. C'est pour ça que c'est ce qu'on partage aujourd'hui. Et le plan national de lutte contre la vacance de logement a été mené par une association aussi de collectivités qui s'appelle Agir contre le logement vacant, qui est aussi notre lobby de collectivités à nous sur le sujet de la vacance de logement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai même été assez rapide. Ouais, c'est incroyable, c'est rare de faire des conférences où on est un tout petit peu en avance. Non. Parce qu'on est super efficace et brillant peut-être. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, profitez-en. Moi j'en ai plein, mais je crois pas que j'ai le droit d'en poser. Oui, merci pour la présentation. C'est là. Parmi vous avez évoqué plusieurs facteurs, plusieurs raisons pour lesquelles les logements sont en vacances pour plus de 2 ans. Parmi ce que j'avais lu, j'ai lu pas mal de fois que les logements vacants, c'est aussi manque d'attractivité. Et ce manque d'attractivité, c'est lié effectivement à un état mauvais de logement, mais aussi par rapport à la localisation. Voilà, il y a aussi des facteurs un peu difficiles à modifier. Est-ce que ça fait partie des sujets qui sont en réflexion dans vos initiatives?
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que je mettais l'accent sur ma présentation sur le pourquoi remobiliser ces logements vacants. Un certain nombre de logements, entre guillemets, ne sont plus utiles. Ils sont vacants parce qu'ils sont dégradés et mal localisés, mal dimensionnés. Et ces logements-là, in fine, ils doivent être démolis. Donc, même s'ils existent, certains logements peuvent ne pas être remobilisés et c'est effectivement le choix du propriétaire et ou de la collectivité de les laisser ainsi. Mais de manière générale, le marché va agir essentiellement sur cette vacance-là, et notamment la vacance de long terme. Et on voit bien, dans la présentation, j'aurais pu mettre une cartographie, mais quand on regarde les taux de vacances en milieu rural, voilà, on a la diagonale du vide, on a des territoires qui souffrent effectivement énormément de la vacance, mais qui sont en défaut de demande. Ils ne sont pas en défaut d'offres, ils sont en défaut de demande. Et la difficulté pour les collectivités aujourd'hui en milieu rural, c'est de savoir quoi faire de ce patrimoine-là, qui aujourd'hui ne correspond pas à un besoin. Parce que voilà, c'est des territoires en déprise qui perdent de la population. Et donc, ça ne veut pas dire que ça n'est pas un sujet, parce que ces logements-là, ils peuvent être aussi remobilisés à d'autres fins. Parce que, notamment, comment ça ? Je disais tout à l'heure, ils étaient souvent en mauvais état. Certains prennent l'option aussi de les démolir pour retrouver de la nature en ville, retrouver des espaces, les transformer pour de l'activité économique, pour, pourquoi pas, retrouver des locaux pour faire venir des activités associatives ou tertiaires. Donc, on n'est pas seulement sur le champ du logement, on est sur le bâtiment au sens large et la manière de réaménager est importante. Il y a certains jeunes architectes et notamment l'une d'entre elles en a fait son, on va dire son cœur de métier, c'est Madame Vernet de l'agence Dispo. Qui, elle, justement, travaille sur les commerces vacants. Et comment la transformation des commerces vacants en rez-de-chaussée, dans les milieux ruraux en particulier, peut transformer et redynamiser des espaces publics en recréant justement des jardins, des ouvertures et des voies. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Juste une petite question. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, enfin, à peu près combien de pourcents des logements vacances sont concernés par la difficulté de faire un logement, enfin, justement ces logements vacants qui sont concernés par différents facteurs qui rendent difficile de recréer un logement. Enfin, comment dire combien de pourcentage ça Je n'aurai pas le chiffre précis parce qu'il y a plein de critères dont je vous ai parlé. Publication sur et oui, la publication du SDES. Je pourrais passer le lien. Ouais. Voilà. Du service de la donnée et de la statistique, une publication de Béatrice Boutchenik. Oh là. Voilà. C'était décembre 2023 de mémoire. Une slide qui était passée un peu vite tout à l'heure, voilà, que j'ai zappé un petit peu. Je voudrais, parce que là je vois que je ne l'ai pas trop commenté. Zéro logement vacant, je vous disais, permettait d'avoir les caractéristiques des propriétaires, leur âge, leur adresse, et pour organiser justement ces démarches de aller vers les enquêtes, mieux connaître les motivations des propriétaires. Bon, votre logement, a priori, il est vacant. Pourquoi ?
pour pouvoir ensuite adapter les messages et les propositions de remobilisation. Zéro logement vacant est ouvert France entière depuis novembre 2022. Et aujourd'hui, on a 700, maintenant plus de 800 campagnes envoyées. On a plus de 100 000 logements qui ont été contactés. Et sur ces 100 000 logements contactés, 30 000 retours à peu près qualifiés, hein, le temps que ça arrive et que les propriétaires répondent. Et ça a permis justement de remobiliser 15 000 logements vacants et d'avoir justement des logements qui sont toujours en cours de suivi hein, par les collectivités. Mais ça prouve que les propriétaires souvent sont très sensibles à la manière dont les territoires s'adressent à eux, surtout s'ils ont un projet. Et la plupart du temps, c'est justement la raison pour laquelle ils utilisent cette solution-là, c'est de pouvoir justement proposer des choses aux propriétaires qui, eux, sont souvent un peu dans l'expectative et ont besoin d'avoir ce petit coup de pouce pour dire qu'ils ne sont pas tout seuls et que finalement, ce qu'ils ont entre les mains peut intéresser d'autres personnes. Merci, je crois qu'il y avait une autre question là-bas, donc on a encore un peu de temps. Juste après alors. On aura encore le temps pour prendre 2-3 questions. Oh, il y a une autre question. Merci. Ça bouge tout seul. En consultant le site Zéro Logement Vacant, j'ai été surpris de voir que les données n'étaient disponibles que pour les acteurs publics. Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir ça à destination du privé ? Oui, complètement. C'est une très bonne question. Vous vous doutez bien qu'on me la pose très souvent. En fait, on a une obligation d'open data. Et cette open data-là, d'ailleurs, l'année dernière, on a eu un petit peu de mal parce que le passage à GMBI a été un peu compliqué. Mais là, on devrait, d'ici la fin de l'année, republier toutes les données niveau commune, intercommunalité. On est en train d'y travailler avec le CEREMA sur data.gouv.fr. Donc, c'est de l'open data, mais ce sera agrégé à la commune. Sur les données détails, on a le secret fiscal. C'est de la donnée fiscale. On a nom, prénom, âge, adresse des propriétaires. Autant dire que cette donnée-là, qui nous a été confiée par la DGFiP, elle ne peut pas être ouverte. Et notamment, au niveau du secret, effectivement, on doit non seulement respecter le secret fiscal, mais aussi les conditions dans lesquelles la DGALN peut travailler sur ces données-là. Et ces ayants droit vraiment limitativement donnés par le L135B du livre de procédure fiscale. Donc effectivement, on a ce souci-là. Un autre exemple, pour les logements vacants et la liste des logements vacants éligibles dont je parlais tout à l'heure, c'est État, ANA et collectivités territoriales à fiscalité propre et leurs opérateurs. Donc on a notamment un certain nombre d'acteurs locaux dans le cadre des études d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, dans le cadre des agences immobilières à vocation sociale, utilisent Zéro Logement Vacant parce que la collectivité le leur a demandé, donc leur a ouvert les droits. Donc pour des besoins très ponctuels, un partenariat local peut être monté entre un acteur et une collectivité si ça correspond à un besoin de la collectivité. Nous, par exemple, en tant qu'État, on ne s'adresse pas aux propriétaires, on n'utilise pas la base de données et les coordonnées des propriétaires directement. C'est toujours via la collectivité, puisque c'est elle qui porte son projet local et qui le met en œuvre. C'est une politique de l'habitat décentralisé, donc on laisse les collectivités travailler à leur niveau. Voilà. Mais Merci. Effectivement, des acteurs privés, bureaux d'études, opérateurs, peuvent avoir accès à cette data, mais via la collectivité. Merci Peggy. Je propose qu'on prenne les 2 dernières questions, parce qu'il y avait 2 mains levées que j'ai identifiées. Et puis on va clôturer. Il y a une question ici, monsieur qui avait une main levée. Sinon je peux donner mon micro. Bonjour et merci. Effectivement, c'est intéressant d'accompagner à la remise sur le marché de logements vacants. Mais je me demande si, parce que suivant les politiques du logement depuis plus de 30 ans,
sur le terrain. S'il n'y a pas un peu une forme de schizophrénie de l'État qui a encouragé par ailleurs, avec de l'argent public une première fois, par exemple avec de la défiscalisation à peu près n'importe où, qui a encouragé aussi ou laissé faire la spéculation par exemple sur des commerces, des zones commerciales, du déménagement du territoire avec de la métropolisation aussi à marche forcée, pour créant d'un côté des zones tendues et de l'autre côté un recul de population, et on se retrouve avec des zones où on n'a pas parfois payé à travers la défiscalisation, un effondrement des marchés locaux de l'habitat, de la vacance, il faut restructurer. Donc voilà. Au-delà de la responsabilité des propriétaires, de la part des grands biens, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité publique et collective? Une question simple, est-ce que l'État est schizophrène, Peggy? De façon très synthétique, parce qu'il nous reste peu de temps. Je vais renvoyer la responsabilité sur les collectivités territoriales. Je plaisante à moitié, mais effectivement, l'État pose le cadre et les collectivités territoriales définissent elles-mêmes leur plan d'aménagement, leur PLU, leur PLH, leur SCOT, leur SRADET, leur plan de planification divers et variés. Et effectivement, on est dans le cadre d'une politique décentralisée. Et quel que soit le cadre général qui aura été posé par l'État, effectivement, on ne peut pas aller toujours contre les desiderata définis par les collectivités. Je pense que sur les grandes orientations, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à, notamment via le ZAN, même s'il est aussi attaqué. Je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, le ZAN fait l'objet de nombreuses adaptations. Donc, bon, tout le monde voit l'intérêt aujourd'hui de consommer moins de terres agricoles, moins d'espace naturel, d'engager la décarbonation. Alors, on essaye aujourd'hui d'avoir des axes d'évolution plus vertueux. Et notamment, dans la décarbonation, c'est construire moins, réhabiliter mieux. Et pour ça, ça nécessite effectivement beaucoup d'efforts. Notamment juste pour l'anecdote. Pas plus tard en décembre, dans le cadre de la caravane des ruralités, on est allé à Guingamp pendant 3 jours parler logement vacant dans des petites communes autour de Guingamp en Bretagne. Et à un moment donné, je pose à un élu d'une petite commune, bon, monsieur le maire, quelle est votre politique de l'habitat? Il me regarde, il fait, il y a 2 ans, on a fait un lotissement et on va en faire un bientôt. Bon, je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à changer de paradigme et faire en sorte que la politique du logement ou de l'habitat, c'est pas seulement construire des lotissements, c'est faire du logement autrement. Oui, merci pour votre présentation. Je pose la question directement. Alors, je travaille dans un EPF, de Hauts-de-France. On accompagne les collectivités dans plein de politiques autour du logement, et notamment pour les logements vacants dégradés. Et moi, je fais 2 constats. Le premier, c'est que, si je peux me permettre, allez-y. Sur les 5 dernières années, on a travaillé sur le logement vacant dégradé. On a réussi à en remettre sur le marché une 30aine. Et sur les 5 prochaines années, et je suis sur une grosse métropole, oui, on en fera encore à peu près 36, 37. Tu as la fabrique des quartiers aussi. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une ingénierie, il faut une mobilisation, il faut une capacité à faire, il faut des financements, il faut des équipes, il faut une abnégation quasiment importante pour pouvoir réussir à relever ces challenges. Donc ça, c'est le constat. Et quand je regarde après ce que vous avez présenté, qui est super intéressant, je me dis, mais on n'a pas encore changé de braquet peut-être. On est encore sur l'analyse de la donnée, la capacité à comprendre pourquoi ces logements deviennent vacants, qu'est-ce qui fait que... Mais quand je vois ce qu'on met dans l'ANRU, quand je vois ce que je mets dans la rénovation de quartiers anciens, quand je vois ce qu'on met dans plein de politiques publiques autour du logement,
Et quand je vois ce qu'on fait pour le logement vacant dégradé, je me dis qu'il y a une vraie disparité dans la puissance publique. Donc voilà, je voulais juste simplement témoigner de cela. Alors, Bravo. je plus sois complètement. Lutter contre le logement vacant, c'est beaucoup de pugnacité et du temps long. Puisqu'effectivement, on s'adresse à la propriété privée. La propriété privée, c'est aussi, on va dire, un droit qui est constitutionnel, encadré dans le Code civil. Et effectivement, quand la puissance publique doit agir sur la propriété privée, il y a un certain nombre de règles à respecter. On peut parfois les déplorer, mais aujourd'hui, voilà, le cadre juridique, c'est celui-ci. Et voilà. Le premier pas, c'est l'incitation, le aller vers, dont je parlais tout à l'heure. Et après, effectivement, il y a toujours une gradation à avoir petit à petit sur les voies et moyens de remobiliser ces logements-là. Et c'est vrai que quand on doit aller sur la réquisition, l'expropriation, avec toutes les procédures de biens vacants sans maître, en état manifeste d'abandon, etc., on a effectivement un arsenal juridique qui est compliqué et lourd à mettre en place, mais qui existe effectivement. Et ça nécessite de l'ingénierie. C'est pour ça que ces outils-là et les politiques de lutte contre la vacance de logement, il faut qu'il y ait une impulsion locale des collectivités et un engagement justement dans la lutte contre le logement vacant, sans quoi c'est un peu compliqué de mobiliser les propriétaires privés si déjà la collectivité ne l'est pas déjà. Est-ce que vous croyez, là on parle beaucoup du logement vacant en partant de celui qui a un logement vacant, mais est-ce qu'il ne faut pas regarder de l'autre côté? Vous parliez de votre maire qui dit j'ai fait un lotissement là. Est-ce que quand je crée du logement neuf en plus, je ne suis pas en train de fabriquer de l'obsolescence des autres logements? Et est-ce qu'on n'a pas, ce dont on parle dans tout un tas d'autres secteurs, de l'obsolescence programmée, organisée, avec des gens pour lesquels ça a un avantage? Et si on basculait l'énergie sur la rénovation des logements, est-ce que ce ne serait pas plus efficace? Parce que quand j'ai le choix, si j'ai un neuf ou un truc où il va falloir travailler, ben, peut-être que je vais aller vers le neuf, mais en même temps j'ai artificialisé quand j'ai fait ça. Mais exactement, enfin, Christophe disait en introduction, le monde d'avant, voilà, tel qu'il est, et le monde d'avant, les réflexes conditionnés, c'était ça, je veux du logement, je construis. Parce que c'est simple, parce que je sais faire. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'on arrive à engager le monde d'après. On l'a vu de manière très très forte pour le commerce. On peut faire la transition pour l'intervention d'après. Où effectivement créer des mètres carrés en périphérie, vider l'activité commerciale dans les centres-villes. Aujourd'hui, il y a plein de programmes, notamment via l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui vise à redynamiser les centres-villes. Pour le logement, effectivement, c'est exactement pareil. On a, sous couvert de vouloir répondre à un besoin de la famille sur le pavillon avec jardin en périphérie, on a voulu répondre à ce besoin-là. Aujourd'hui, on en récolte les conséquences avec justement des centres-villes et les logements les moins désirables qui se retrouvent vacants et pour lesquels aujourd'hui il faut 2 fois plus d'efforts pour arriver à les remobiliser. Mais ce n'est pas impossible, on a partagé sur le site plein d'exemples qui fonctionnent, il faut juste être motivé. Très bien, écoutez, ça va clore donc cette seconde conférence. Je tiens à remercier chaleureusement Peggy Mertini qui était avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci à tous. Et merci aussi pour nos intervenants qui ont posé des super questions, parfois politiques, parfois très inspirantes. Merci Peggy.